fond, moi, j'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience dans le réseau, surtout au niveau jeunes de la rue. Puis avant ça, dans le communautaire aussi. Donc, de l'expérience avec les populations plus vulnérables. Puis, on présente ensemble parce qu'on s'est connus dans ce contexte-là d'outreach. On a travaillé en collaboration dans ce milieu-là. Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez bien? Oui, OK. Moi, c'est Marie-Pierre, je suis infirmière, je suis la chef d'équipe de l'équipe SA. L'équipe SA, c'est un premier épisode psychotique. Donc, c'est une clinique PEP, c'est une sous-équipe à la clinique JAP pour les jeunes adultes psychotiques. Puis l'équipe SA, c'est équipe d'intervention intensité de proximité. Donc, c'est une spécialité dans la clinique. Dans le fond, c'est vraiment pour les jeunes plus vulnérables qui ont de la toxicomanie puis qui sont SDF. D'où, donc, l'outreach fait partie là, vraiment là, de notre réalité. On va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. On peut passer à la deuxième diapo. Donc, on n'a pas de conflit. On n'a pas de conflit ni de biais, sauf que dans notre présentation, vous allez voir qu'on parle souvent de jeunes, mais ça inclut aussi des adultes. Notre pratique est plus avec les jeunes adultes dans le fond, mais ça s'applique aussi à tous. On peut changer de diapo. Les objectifs de la présentation, dans le fond, on va vous dire c'est quoi l'outreach, c'est le concept d'aller vers. On va y aller un peu en profondeur. On va vous présenter quelques recherches aussi, le comment le faire, les pièges à éviter. On va vous expliquer un petit peu des limites, puis qu'est-ce qui est à retenir, puis la conclusion. On va commencer avec les questions. Donc, la première question. Est-ce que vous faites du outreach dans votre équipe? On va vous laisser le temps de répondre. Donc, on voit qu'il y a un bon pourcentage, 60 %? Oui, à peu près, c'est ça. Ça bouge encore, mais... OK. On peut passer à la deuxième question. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini? À la deuxième question. 70-30, à peu près, ou 65-35. L'autre question, c'est quelles sont les méthodes que vous utilisez pour rejoindre les personnes usagères? Surtout celles qui ne font pas nécessairement du outreach, puis même celles qui en font, c'est quoi les autres méthodes que vous utilisez? Laisser des mémos de venir nous voir, téléphone, visite à domicile, intervenant dans la communauté. Téléphone, on va y revenir, ça, dans la présentation, c'est en effet un bon moyen. Ah, il y a quand même beaucoup de choses qui sortent, là. Diffusion dans d'autres départements, rencontre team, rendez-vous en présence. Oui, pharmacie, refuge. Super. OK, l'autre question. Connaissez-vous le taux de personnes usagères en situation de vulnérabilité que votre organisme rejoint? À peu près, là, selon vous, là. À moins que vous ayez vraiment la stat précise, là, mais c'est juste pour donner une idée. Donc, on n'est plus dans une clientèle vulnérable. Fait on va vous expliquer un petit peu. Ça répond encore? Ça répond encore, mais 50 %. 50 % et plus. Donc, on va y aller avec une définition brève de c'est quoi l'outreach. On peut changer la place. Changer. Ouais. Donc, c'est vraiment une définition large et assez brève, mais je pense que on est avec du monde qui ont beaucoup d'expérience. C'est un ensemble d'actions pour vraiment repérer précocement, sensibiliser et orienter vers les soins. C'est vraiment une intervention qui permet d'aller de façon proactive vers les personnes là où elles se trouvent. C'est de rejoindre les personnes, pour moi, c'est vraiment de rejoindre les personnes les plus vulnérables qui ont une barrière d'accès aux soins, à des services, à des personnes qui sont méfiants parce qu'ils ont consulté dans le passé, qui ont des mauvaises expériences. Donc, c'est d'aller chercher cette clientèle-là. L'objectif, c'est vraiment d'établir des liens de confiance, réaliser des interventions et de les accompagner vers les services et les ressources appropriées. C'est, comme je l'ai dit, c'est de réduire les barrières aux soins, d'engager et de réengager la personne dans un suivi,
c'est de prévenir les crises aussi, puis c'est vraiment de favoriser l'inclusion sociale et la stabilité de vie. Donc, c'est un peu une grosse définition, c'est quoi l'outreach. On peut passer à la prochaine diapo. Les avantages de cette approche-là, de faire du outreach, c'est que ça augmente beaucoup la confiance face aux professionnels, de voir qu'ils font autrement les choses que l'intervention plus traditionnelle. Ça permet aussi également la transmission du lien de confiance de l'intervenant communautaire envers le professionnel du réseau quand on se déplace dans les organismes. Les jeunes ou les adultes, lorsqu'ils nous voient dans ces milieux-là, bien souvent, ça permet le bouche à oreille. Les amis vont venir, va voir ma TS, elle m'a beaucoup aidé, tout ça. Puis, ça nous permet, nous, en tant qu'intervenants, de mieux comprendre les besoins des jeunes étant dans leur milieu, puis d'observer des choses comme ça. Puis, ça nous permet aussi, par rapport à défendre leurs droits, de ramener envers nos gestionnaires ou de faire remonter les préoccupations du terrain. On voulait vous présenter aussi pour nous la route des privilèges. On trouve que ça fait un lien avec l'outreach, dans le sens que l'important de se questionner et de où se trouve votre clientèle. Est-ce qu'elle se trouve plus au centre? Parce que plus qu'on est au centre du cercle, plus qu'on est privilégié, ou plus qu'on est à l'extérieur du cercle, moins on est privilégié. Donc, avoir une sensibilité autant que soi que pour la clientèle, de voir où elle se trouve. Puis après ça, on peut modifier ou moduler nos interventions par rapport à ça. D'où pourquoi on voulait vous présenter là, la roue des privilèges. Ensuite, ben, il y a eu on peut changer la diapo, ouais. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites là, sur le outreach. On va vous en présenter quelques-unes. La première, c'est une étude norvégienne sur comment les jeunes en situation de risque perçoivent les services d'intervention de proximité. Puis, dans le fond, ils comparaient l'intervention de proximité à celle des autres services qui travaillent plus en silo, comme l'aide sociale, certains services de santé, la protection de l'enfance. Puis, dans le fond, ce qui ressortait de là, c'est que ça peut vraiment être un bon filet de sécurité, l'outreach, lorsque les autres services échouent à se coordonner ensemble. Puis, ça montrait aussi que les travailleurs de proximité aident les jeunes à naviguer entre les services. L'autre étude, c'est une analyse de 47 études quantitatives, qualitatives en Amérique du Nord et en Europe. Puis, qu'est-ce que ça démontrait? C'est qu'au niveau qualitatif, encore une fois, là, on voit un effet très positif sur la confiance, l'accès aux soins. Puis, l'impact le plus important, ça concernait la réduction des comportements à risque, notamment au niveau sexuel et lié aux drogues. Puis, on peut penser au niveau les travailleurs de rue, puis tous les messages de prévention, les travailleurs de rue qui donnent du matériel de consommation. Et ça fait bien des années. Donc, ça, c'est très documenté que c'est des effets positifs. Les résultats à long terme, c'est ça, c'est toujours le défi des études là, de voir les impacts à plus long terme. On peut passer à la prochaine diapo. Au niveau des unités mobiles, dans le fond, c'est une autre façon de faire du outreach, puis surtout très intéressant pour les populations qui sont géographiquement plus éloignées. Dans le fond, ça permet de s'adapter rapidement aussi aux besoins changeants. Par exemple, on a des populations qui sont en mouvement. Ben, ça permet d'aller vers ces populations-là. Puis dans les études, ce qu'ils disent aussi, c'est que quand on jumelle avec une application pour comme cibler où est-ce que le motorisé est rendu, ça augmente encore plus l'efficacité. Dans le fond aussi, pour mettre en place ce genre de service-là, c'est primordial de collaborer avec les organismes communautaires déjà existants sur le terrain qui savent vraiment où est-ce qu'ils sont la population qu'on veut rejoindre, d'identifier les zones à fort besoin. Puis, il y a plusieurs exemples là, je suis sûre que vous en connaissez aussi là, au niveau de motorisés, Médecins du Monde, Macadam, Anonyme, j'en passe. Là. Headspace en Australie, pourquoi on l'a mis là, c'est qu'ils ont fait une étude puis, par rapport ils ont étudié l'impact de leur unité mobile.
Puis, eux, dans le fond, ce qu'ils disaient, c'est que les jeunes, quand c'est à l'intérieur, quand votre service est à l'intérieur de 10 km, les gens se déplacent pas mal, mais au-delà de tout ça, on les perd un peu. Donc l'idéal, c'est de pouvoir jumeler ça avec un motorisé. On va aller aussi à l'autre diapo. Il y a une autre étude aussi là, sur une unité mobile d'origine en Australie qui a vraiment eu des résultats là, intéressants, que dans le fond, les résultats ont démontré une réduction significative du risque, soit pour soi ou pour autrui, puis vraiment un taux d'admission et un nombre de jours d'hospitalisation significatif plus faible par rapport à les 9 mois précédents. Donc, ça démontre que oui, l'unité mobile, c'est pratique, mais aussi, je pense que l'efficacité du outreach là, par rapport à le taux d'admission puis les jours d'hospitalisation. On va vous parler d'une autre recherche. Ça, c'est une grosse recherche pan-canadienne. Puis, il y avait un site à Montréal qui était participant à ça. L'intervention qui avait été mise sur place, c'était d'ajouter une clinicienne en santé mentale comme une espèce de guichet d'accès en santé mentale mobile qui pouvait se déplacer pour aller évaluer. Là, c'était vraiment pour des jeunes. Ça, c'était jumelé avec une concertation communautaire et institutionnelle, donc vraiment comme le RIPAGE, qui est déjà une concertation qui est existante. Donc, ça, jumelé avec l'ajout de la clinicienne, ça augmentait beaucoup la détection puis le nombre de demandes d'aide. Ça a augmenté de plus de 65 %. C'est ce qui a été évalué. Puis, c'est vraiment le fameux là, No Wrong Door. Donc, les jeunes ne font, qu'est-ce qui est au niveau des résultats, les jeunes ne font pas de différence entre les types de services en autant qu'ils se sentent bien accueillis et en sécurité. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais. Avec ça, on a comme réfléchi un peu au type d'outreach qu'il y avait. Fait qu'on peut aller voir la prochaine diapo. On a identifié plusieurs. Puis je pense que quand on vous a posé la question aussi tantôt, on a vu que vous utilisez plusieurs méthodes, mais on peut vous donner quelques exemples, eux, qu'on a identifiés comme type d'outreach. Le premier, c'est vraiment le clinique et le mobile. Exemple, quelqu'un qui ne s'est pas pointé à ses rendez-vous, on est un peu inquiet, on va à domicile voir où est la personne, ou l'exemple des unités mobiles. Après ça, on a vraiment du outreach de suivi. On identifie ça comme exemple vraiment de l'accompagnement, un rendez-vous ou au niveau, mettons, judiciaire, il y a un rendez-vous, donc c'est un accompagnement. Outreach communautaire, pour nous, c'est rejoindre un peu plus les personnes isolées et vulnérables. On fait référence peut-être à des travailleurs de rue, on y va ça un peu plus mandat large. Tandis que population ciblée, comment que nous on le voit, c'est vraiment, mettons, ma clinique va dans un organisme communautaire pour notre clientèle. Donc, on fait un peu la différence entre la population ciblée et l'outreach communautaire. Au niveau intersectoriel, c'est vraiment de la collaboration dans le milieu. La liaison, mettons, avec un travailleur de rue, ça peut être au niveau de la prison, de la détention ou d'autres milieux, d'autres services que la personne utilise. Outreach par les pairs, c'est vraiment fait par les pairs. Outreach de prévention, c'est quand il y a des kiosques, des ateliers pour la promotion, faire connaître notre milieu ou connaître d'autres milieux. Donc, c'est vraiment la sensibilisation puis la promotion aussi. Post-crise, rétablissement, on sait que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment ciblé, mettons, si la personne doit avoir congé de l'hôpital, on donne un rendez-vous, on va le voir à domicile. Donc, c'est vraiment pour éviter les crises. Outreach scolaire universitaire, c'est un peu la même chose que prévention, mais au milieu éducatif. Puis le outreach numérique et télémédecine, on va en parler un peu plus tard. Je pense que c'est la prochaine diapo. Fait qu'on va y aller. Ouais. On peut changer la diapo. L'outreach téléphonique, vous en avez parlé tantôt. Dans le nuage de mots, c'est ressorti beaucoup. Donc, c'est important. Puis, dans le fond, le principe, c'est que toute absence à un rendez-vous, on doit s'en préoccuper, puis on doit faire quelque chose. L'objectif, c'est vraiment de maintenir le lien puis d'éviter des ruptures de soins, prévenir les risques. Donc, dans le fond, prioritairement, quand on commence un suivi ou qu'on voit que quand on commence un suivi, c'est d'établir tout de suite le moyen de communication avec la personne. Donc, si la personne n'a pas de téléphone ou elle n'a pas toujours un téléphone, ben, quel autre moyen qu'on peut prendre avec elle? Est-ce qu'on communique par courriel, avec un partenaire? Qu'est-ce qui est le plus facile, sur quels horaires pour pouvoir à ce moment-là
utiliser ses meilleurs moyens. On peut changer de... Puis, l'idée, c'est vraiment de maintenir l'engagement puis l'accès aux soins, donc d'être souple et accessible, des horaires variables, des lieux adaptés, de relancer systématiquement aussi, y compris en dehors des heures habituelles. Des fois, on en a, nous, en tout cas, les jeunes, le matin, on oublie ça, donc s'adapter à ça. Et puis aussi d'adapter notre communication. Tu sais, il y a des personnes qui ne parlent pas bien le français, donc s'adapter au niveau de la communication. Puis prévoir des moyens, ça je l'ai dit, contacts alternatifs, puis offrir un interprète si nécessaire. Puis on identifie de comment le faire. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. On peut changer la diapo. Comment le faire, les pièges à éviter. Dans le fond, avant de commencer à faire du outreach, nous aussi, c'est d'identifier on est au centre-ville, fait qu'on identifie aussi les organismes avec qui on travaille ou quoi que ce soit. Donc, c'est de vraiment faire une recension de ce qui existe vraiment. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, Marie-Lou et moi, parce que dans le fond, elle travaillait à la clinique des jeunes de la rue, puis moi, j'étais à l'équipe ça. Clientèle différente, mais qui pouvaient se regrouper, fait que je ne doublais pas le travail qu'eux faisaient, puis on était en complémentarité. Donc, c'est vraiment important là, de voir qu'est-ce qui est fait sur votre territoire, puis de ne pas doubler, parce que je pense que c'est une perte d'effectifs. Après ça, de reconnaître aussi l'expertise des organismes communautaires. Donc, ça se peut que pour vous, comme travailleur de la santé ou peu importe dans le communautaire, si vous jugez pertinent, mais que, mettons, l'organisme pour eux ne voit pas la pertinence, mais à ce moment-là, c'est de respecter ça aussi. De mon côté, il y a des organismes que je trouvais ça pertinent, puis au début, ça a été des refus. Il y en a une que ça a été un refus pendant 5 ans, et à un moment donné, on finit par accepter qu'on puisse aller dans leur organisme. Donc, c'est vraiment le travail, là, la persévérance autant de mon côté que de le leur. Ils savaient qu'on existait, mais c'est vraiment là, de reconnaître leur expertise. Et ça va aussi de leurs besoins à eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin par rapport à leur service, ne pas s'imposer. C'est d'intervenir en complémentarité avec la ressource dans un objectif commun pour l'usager. Aussi, au départ, développer du partenariat, faire du outreach dans un organisme communautaire, il faut être disponible au-delà du temps. Ça peut prendre un peu plus de temps au départ que par la suite quand c'est bien rodé, mais c'est sûr qu'il faut être un peu plus disponible au départ. Être persévérant et patient, donc c'est trouver l'équilibre entre le désengagement et le harcèlement. J'aurais pu être harcelante vers l'organisme communautaire qui refusait, mettons, qu'on aille chez eux. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre dans ça. Puis, ça prend pour développer des affinités. Qu'est-ce qui est important? C'est vraiment la constance et la prévisibilité. Donc, qu'est-ce qu'on suggère, nous? C'est vraiment un horaire précis. Donc, à chaque mardi, ou ça peut être une fois par mois, mais c'est le premier mardi du mois. Donc, c'est vraiment selon leurs besoins. Puis, c'est d'être constant dans comment le faire. Ouais. Puis la personne aussi, c'est le plus possible d'être toujours la même intervenante, donc c'est beaucoup plus facile là, pour l'organisme. On dit que ça prend à peu près 1 an se faire connaître dans un milieu puis créer des liens de confiance. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir comme toujours la même personne à la même journée. Puis à un moment donné, ben, on se fait connaître, c'est ça. Au niveau la suite des pièges à éviter, ben, évidemment être créatif, proposer différentes façons d'approcher la personne. Puis des fois, c'est vraiment d'y aller avec des besoins, je vais dire, de base. Moi, en tout cas, c'était pas mal tout le temps ça pour accrocher quelqu'un au début. Il y a plusieurs problématiques, mais là, maintenant, comment je peux t'aider? Puis souvent, ça peut être, par exemple, la carte d'assurance maladie, une demande d'aide sociale, quelque chose qui est plus, c'est ça, qui est plus utilitaire, mais après ça, en arrière de ça, il y a plusieurs, il y a plusieurs autres choses, mais petit à petit, on crée notre lien de confiance avec ça. Être respectueux et non intrusif, ben, garde en tête que pour certaines personnes, c'est leur milieu de vie, puis savoir garder un peu leur distance. Peut-être que là, c'est nous qui le déplaçons vers, donc ça ne veut pas dire qu'il a envie de nous voir ou de nous parler. Donc, d'être réceptif aux signaux non-verbaux, puis quand on voit que la personne n'est pas ouverte à ça, ben saluer discrètement, puis passer notre tour, puis ça ira une autre fois. Donc, par exemple, moi, ça a pris 1 an à un moment donné, un jeune de faire un contact. Je voyais qu'il était dans le coin, je le saluais.
mais toujours de loin. Puis à un moment donné, ben, j'ai pu faire une intervention avec cette personne-là. Donc, être souple, accompagner à la navigation dans le réseau, on le sait que ça peut être complexe, puis se déplacer dans la communauté afin de rencontrer des jeunes en situation de précarité, puis être présent dans les lieux fréquentés par les jeunes. On va essayer de faire ça vite. Il nous reste 3 minutes. Oh mon Dieu. Les limites, dans le fond, on sait qu'il y a des limites au niveau de l'accessibilité des ressources limitées, mais dans le fond, le roulement de personnel, ça peut être une limite parce qu'on sait que c'est positif d'avoir toujours la même intervenante, mais là, si c'est du roulement, de maintenir aussi des équipes mobiles, dans le fond, si toutes nos équipes sont dans Outreach, mais on ne peut pas faire des services à nos cliniques, donc ça peut être une limite. La stigmatisation et la réticence des individus, donc on l'a dit un petit peu plus tôt, là, il y a l'enjeu de la confidentialité puis l'intrusion dans la vie privée. Puis, difficulté à évaluer l'efficacité. Des fois, au niveau gestionnaire, c'est sûr que l'entrée, ça ne peut ne pas être efficace parce qu'on peut ne pas voir beaucoup de monde. Des fois, on peut voir personne. Donc, au niveau de l'efficacité, au niveau des stats, tout ça, c'est pas payant. Donc, c'est sûr que c'est à défendre. Dans le fond, il faut toujours, au niveau de la sécurité et la protection d'intervenants, c'est important de mettre des choses en place pour avoir un cellulaire de travail. Ça prend des outils ouais, c'est ça, comme le cellulaire. Puis, ça prend aussi des formations au niveau de l'intervention de crise, Oméga, etc., pour être sûr que l'intervenant se sent outillé puis connaît bien le milieu aussi. Moi, je priorise toujours de faire des rencontres avec la ressource avant de garrocher l'outreach et tout ça pour que les équipes se connaissent un peu puis qu'ils développent comment on va travailler ensemble puis comment, même sur le terrain, là, mettons que j'ai quelque chose avec un jeune, ça se passe pas bien, qui je vais voir dans la ressource? On n'est pas chez nous, donc il faut un peu savoir un peu comment on va s'enligner. C'est sûr que c'est des cas très complexes, puis il faut faire attention au manque de communication qui peut arriver souvent, donc c'est important d'avoir une bonne communication. Dans le fond, qu'est-ce qui est à retenir? On va y aller. Dans le fond, il y a plusieurs façons de faire du outreach. Donc, même si votre mandat n'est pas de sortir du milieu, je pense que c'est possible de faire du outreach d'autres façons. Ça maximise l'accessibilité au service. C'est d'aller vers plutôt que d'attendre. Puis, le volontariat de la personne peut se présenter de divers degrés. Donc, pas parce qu'on a un nom qu'il n'est pas... qui ne veut pas de suivi. La demande d'aide peut être variée, puis ça peut se manifester par l'ambivalence et le déni aussi. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Puis il y avait d'autres à retenir, mais on pourrait aller aussi à la conclusion. C'est pour ça qu'on vous posait la question un peu plus tôt dans la formation. Le taux d'usage en situation de vulnérabilité peut indiquer que la clientèle visée n'est pas rejointe. Donc, c'est là qu'on se questionne, puis c'est là qu'est-ce qu'on fait assez d'outreach? Est-ce que les référents potentiels connaissent nos services? Donc, c'est une question à se poser là, pour aller chercher le monde là, qui sont plus vulnérables. Donc, on peut aller à la période de questions, même s'il était 30. Il faut payer à la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Puis, il y a des références aussi qu'on a mis, des liens qu'on a utilisés. Des liens aussi, une trousse d'outreach qui a été faite pour Arvert, qui est super intéressante, juste comme si vous voulez démarrer du outreach dans votre organisme, là, le document thématique de la trousse de démarchage. Il y a le guide Nice, il y a tous ces liens. Moi, j'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience dans le réseau, surtout au niveau jeunes de la rue. Puis avant ça, dans le communautaire aussi. Donc, l'expérience avec les populations plus